Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mondovision, votre émission géopolitique sur Radio J, tous les dimanches à 16h05. Une émission que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de l'historien et géopolitologue Alexandre Aller. Cher Alexandre, bonjour. Bonjour. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous suivre sur notre site radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Alexandre Aller, on va démarrer notre émission avec le dernier rapport du renseignement militaire israélien. Ce rapport établit qu'il faudra encore au moins 2 ans à l'Iran pour détenir une bombe, si le régime allait en tout cas jusqu'au bout de sa démarche. 2 ans et plus 1 an, comme le rapport le prévoyait l'an dernier, ce qui fait dire à certains observateurs que ce rallongement du délai est dû aux récentes actions attribuées au Mossad sur le territoire iranien. Estimez-vous, Alexandre Aller, que l'Iran n'est pas à quelques mois d'acquérir une bombe, comme l'a suggéré le ministre des Affaires étrangères américain, le secrétaire d'État Anthony Blinken? Je pense d'abord qu'il faut serrer les facteurs. Tout ce que les Israéliens ont fait pour saboter, détourner, créer un climat extrêmement coûteux pour la puissance iranienne qui, depuis longtemps, n'a jamais renoncé à ses ambitions nucléaires, contribue à la sécurité d'Israël et incontestablement c'est plus difficile que les Iraniens ne l'avaient pensé, notamment dans, disons, les différentes composantes de la panoplie nucléaire. Il ne s'agit pas seulement d'enrichir, comme ils le font actuellement, de manière très forte, et contrairement à tous les engagements qu'ils avaient pris, la matière fissile. Il faut aussi avoir un vecteur. Ils n'en ont pas encore tout à fait. Et puis, il faut aussi pouvoir installer des missiles qui soient à portée du territoire israélien. Ça passe par le territoire syrien. C'est de moins en moins facile. Bref, les difficultés auxquelles les Iraniens se heurtent sont importantes. Ils n'ont aucune intention de renoncer. Mais il est réaliste, au-delà de la politique, parce que bien sûr ce chiffre est politique, de dire que sans doute ils n'auront pas besoin de l'année qu'on imaginait, mais de 2 ans. Ce qui veut dire aussi qu'on a compris qu'il n'y a pas imminence et nécessité de frapper, alors des frappes qui ne seraient pas nucléaires elles-mêmes, mais des frappes conventionnelles sur les infrastructures iraniennes de manière à réduire, selon l'expression, ce pays à l'âge de pierre. On n'a pas besoin d'en venir là, et c'est une bonne chose. Et donc c'est Donc il ne aussi faut pas s'imaginer que le programme nucléaire iranien pourrait revenir à l'état zéro en cas, par exemple, d'opération israélienne. Ce n'est pas du tout l'objectif israélien, ni aujourd'hui, ni dans 6 mois, ni dans 2 ans. C'est très difficile et on l'a bien vu lorsque un objectif est aussi important pour une puissance, elle prend des dispositions, elle enterre, elle disperse, bref. Ce n'est pas facile. Mais malheureusement, on sait que la volonté iranienne est très 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 forte et qu'ils continueront. Mais avant qu'ils ne continuent, il y a peut-être aussi d'autres échéances. La première, et la plus importante à mes yeux, c'est celle des élections générales. Or, il apparaît de plus en plus, Donc l'élection présidentielle de juin prochain. voilà, que cette échéance de juin, qui pourrait être approchée d'ailleurs, parce qu'après tout, le pouvoir étant arbitraire ici et là-bas, ils peuvent décider qu'il ne faut pas continuer indéfiniment. Ça pourrait donc être même pas avant juin, mais peut-être plutôt vers Pâques. Et à ce moment-là, nous aurions des élections générales en Iran. Ces élections, d'habitude, sont manipulées entièrement, notamment par ce qu'on appelle la milice, le Basij, qui, évidemment, trafique les urnes, empêche un certain nombre, tout simplement, d'électeurs, notamment à Téhéran, de se rendre devant les bulletins de vote. Enfin, il y a beaucoup de manières de manipuler, sans compter, bien sûr, la province où le contrôle de la police locale est plus important. Donc, dans ces conditions, évidemment, le régime a toujours laissé faire le simulacre d'élections soi-disant libres, avec même de la compétition. De temps en temps, il a eu de mauvaises surprises. Mais là, c'est pire encore. C'est qu'on sait très bien que l'opinion iranienne est complètement lassée du régime, mais véritablement profondément, qu'il existe une alternative en Irak, autre État chiite, maintenant très lié à l'Iran, je dirais presque engrainé,
et dont le chef Ali Sistani, le grand ayatollah local, est lui-même iranien et pas irakien. Il vit en Irak depuis l'âge de 20 ans, c'est un fait, mais c'est un Iranien. Et non seulement il est iranien, mais il est fort intensément populaire en Iran, non pas seulement, bien entendu, chez tous les Iraniens de la rue qui ne connaissent que son nom, mais chez les mollahs. Une grande partie des mollahs pensent que Khomeini a fait fausse route en voulant créer une théocratie et qu'aujourd'hui, la séparation entre un État laïque, à peu près laïque, séculier, on va dire peut-être, ce serait plus juste, et puis la mollacratie serait une bonne chose. Et donc, dans ces conditions, il est évident que les élections ne se passeront pas bien pour le régime, alors que tout le monde sait que l'ayatollah Khamenei, qui est le pilier encore du qui est le guide suprême du régime, suprême, est à moitié mort. Même il n'est pas cliniquement mort, mais enfin il n'est pas dans un état vaillant. Et donc si Khamenei lui-même devait disparaître, ce qui n'est pas impossible dans les semaines qui viennent, il n'est pas du tout certain que son fils, qui a déjà eu l'investiture de son père, pourrait succéder comme cela. Et donc dans ces conditions, nous avons une crise de régime totale. Dans cette crise de régime totale, il est clair aussi que tout peut arriver, y compris une victoire des oppositions, y compris d'oppositions qui ne sont même pas, qui ne cherchent même pas à dissimuler leur hostilité au régime. Donc le changement de régime, c'est bien entendu cela le calcul des 2 ans. C'est-à-dire qu'on se dit que n'insultons pas les choses, étant donné que le programme nucléaire est très contrôlé, qu'il est techniquement difficile, laissons déjà se tenir des élections libres. Après ces élections, nous aurons des bonnes surprises, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire un régime peut-être qui défendra toujours le droit de l'Iran au nucléaire, parce que c'est un espèce de dogme pour l'Iran patriotique. Mais un dogme est une chose, mais on peut aussi le faire différemment. Chose étonnante, c'est que le jeune successeur du Shah, Reza Pahlavi, dont je pensais qu'il était une espèce de témoin, après tout, il est assez populaire maintenant en Iran, puisque les gens ont oublié les mauvais jours du Shah et ils gardent quand même le bon souvenir de l'Iran superpuissance qu'elle était avant que les mollahs ne s'en occupent. Cet homme-là est en train de préparer une espèce d'alliance avec des éléments pragmatiques du régime. Exactement comme en 1815, on a vu plein de maréchaux de Napoléon devenir du jour au lendemain des partisans. Alors, il faudrait voir, Alexandre, comment le peuple iranien pourrait éventuellement envisager un tel retour. Je voudrais insister avec vous sur un autre point. Universel. Et alors là, chose étonnante, Reza Pahlavi, qui a déjà dit que s'il gouverne, il gouvernera dans la démocratie, à la différence de son père, a également dit qu'il ne renoncerait pas au nucléaire comme cela. Alors bien sûr, comme il dit, une fois que je serai là, il commencera à négocier. Mais il négociera peut-être une sortie du nucléaire pour l'Iran, pas tout à fait, mais quelque chose d'intermédiaire. Exactement comme son père, et là c'était son génie politique, avait finalement gardé la nationalisation du pétrole qu'avait entreprise Mossadegh, n'a pas donné satisfaction aux Anglais et aux Américains qui eux-mêmes l'avaient pourtant renversé Mossadegh pour cette raison. Dans les années 50. Autre point intéressant de ce rapport militaire israélien dont je parlais en ouverture de cette émission, les renseignements de l'armée estiment que l'Iran va multiplier les provocations dans les prochaines semaines et les prochains mois pour renforcer sa main en prévision de la reprise des négociations attendues avec notamment les États-Unis. Alexandre, comment les différents acteurs de ce dossier, notamment Israël, doivent-ils réagir à ces provocations attendues de la part de la République islamique ? Eh bien, d'abord, j'ai lu moi-même avec beaucoup d'intérêt cette analyse. Elle me semble évidemment juste, mais elle veut dire aussi que les contre-mesures sont déjà là. Et que ce que, en fait, l'État d'Israël est en train de dire à travers les informations du Mossad, c'est qu'il ne réagira pas de manière, d'ailleurs Israël ne le fait jamais, mais nerveuse, excité devant une provocation massive ou une tentative de provocation, comme il y en a tous les jours, continuera à essayer de détourner les balles. Il y a un certain nombre de mesures défensives qui vont depuis le dôme de fer jusqu'à la présence tout à fait des services secrets israéliens et de leur alliance avec l'opposition iranienne, notamment les Moudjahidines,
jusqu'à Téhéran. Sur la subversion de l'Azerbaïdjan, c'est aussi une chose que les Iraniens sont très sensibles, mais il est évident que dans les zones frontalières, la dissidence est déjà là. Puis on pense également au système de défense Front de David qui permet de se protéger contre des missiles Bien sûr. balistiques. Voilà, tout est là. Et bien entendu, c'est un avertissement sans frais en disant nous savons ce que vous voulez et nous ne répondrons pas aux provocations. C'est aussi un message qu'Israël adresse à Joe Biden en disant nous comprenons la difficulté, vous avez l'obligation de dire que vous allez donner des chances à l'option européenne, c'est-à-dire à commencer à négocier avec les Iraniens, à montrer votre bonne foi. Joe Biden, Alexandre, qui a dit il y a quelques jours qu'il ne lèverait pas, que les États-Unis ne lèveraient pas les sanctions prises par l'administration Trump contre l'Iran, si l'Iran, au préalable, n'avait pas arrêté un certain nombre de violations mises en place ces derniers mois de l'accord de 2015. Bien entendu. C'est-à-dire que les Américains vont commencer à faire un jeu de chantage, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, mais avec un ton évidemment moins provocateur que celui qu'affectionnait Trump, et avec l'idée que peut-être on ne veut pas la mort du pêcheur. Et là, bien entendu, on voit bien que là aussi, les États-Unis et Israël ont tous en l'idée d'une solution pacifique en Iran, une solution politique reposant sur des élections qui seront de facto libres pour la première fois, et où un certain nombre de brutes qui généralement sont mobilisés à cet égard resteront à la maison. Des élections qui seront certainement marquées par le climat, le contexte de lutte contre le coronavirus qui a beaucoup frappé l'Iran depuis un an. Alexandre, on parlait à l'instant de provocations iraniennes attendues. La semaine a également été marquée par cette nouvelle violation justement par l'Iran de l'accord JCPOA, l'accord sur le nucléaire de 2015. Selon l'Agence internationale à l'énergie atomique, la République islamique a démarré la production d'uranium métal pour s'en servir comme combustible pour un de ses réacteurs. Moscou a appelé Téhéran à la retenue. On phosphore beaucoup sur la conduite à venir de l'administration américaine sous Joe Biden. Quel rôle peuvent jouer les autres acteurs et en particulier les Russes ? Les Russes sont évidemment d'une hypocrisie remarquable, mais on ne peut pas le leur reprocher parce qu'ils sont frontaliers de l'Iran et ce n'est plus tout à fait l'ancienne frontière parce que l'Union soviétique a disparu, mais enfin ils ne sont pas loin quand même. Et ils surveillent. Ils n'aiment pas du tout Khamenei et sa clique, mais ils ne veulent pas injurier l'avenir, comme on disait au temps d'Edgar Faure. Et pourquoi injurier l'avenir alors que l'Iran aura besoin de mener une politique d'équilibre entre la Russie et l'Amérique. Et donc pour les Iraniens, évidemment, les Russes sont des interlocuteurs. Raison pour lesquelles il y a eu des manœuvres communes dans le pacte de Shanghai, que les Russes laissent entendre que non seulement ils ne sont pas hostiles, mais ils pourraient à un moment donné ouvrir la porte à un certain nombre de concessions. Parce qu'Emmanuel Macron s'est par exemple proposé comme facilitateur il y a quelques jours, comme médiateur éventuel entre les Américains et les Iraniens. Est-ce que Moscou, Vladimir Poutine, pourrait jouer un tel rôle dans les mois à venir ? Bien entendu, Vladimir Poutine, pour autant qu'il soit encore président, ce que je ne crois pas tout à fait. Ce que vous nous avez expliqué déjà un peu la semaine dernière. Il y a plutôt une direction collective. C'est-elle facilitatrice ? Je pense que les Russes n'ont aucune envie de voir la France jouer un rôle trop important, notamment au Liban. Comme me l'a dit un diplomate russe de haut rang, en disant il y avait toujours deux défenseurs des chrétiens en Orient. C'était la France, qui représentait au fond le catholicisme, et nous, l'orthodoxie. Mais je vois que, étant donné l'importance pour vous de problèmes qui sont liés au Maghreb et à d'autres situations de ce genre, vous êtes en arrière de la main dans la défense des chrétiens libanais. Eh bien non. Nous les défendons, nous défendons les chrétiens libanais, nous défendons les chrétiens syriens, et c'est un atout dans notre manche. Et ils le font. Et donc, je suis persuadé, pour ma part, qu'effectivement, une politique, puisque les Russes aiment beaucoup la politique mondiale et qu'ils ne peuvent pas la faire à peu près partout où ils pouvaient le faire autrefois, je vois aussi que Shoigu, le chef mongol maintenant de l'armée, qu'on appelle le général Shoigu, pompeusement d'ailleurs, aujourd'hui est le grand patron de la politique de défense russe.
Ben, je pense que lui est tout à fait sensible à la façon dont les Russes, à partir de leur base navale à Latakia, donc au Liban, et leur présence derrière Hafez Assad, Bachar Assad, qui est en complète capilotade, mais il y a quand même les Alaouites, et ça c'est beaucoup plus important pour eux, restent des alliés de la Russie, et ils vont s'en occuper. J'oublie que dire que parmi les citoyens syriens, il y a à peu près une moitié une moitié enfin non, pas une moitié, il y a quand même énormément de couples mixtes où des Syriens qui ont été formés au temps de l'époque soviétique sont revenus avec une jeune femme russe à leur côté. Et donc il y a beaucoup de binationaux d'origine russe qui sont présents sur le terrain. Ce qui favorise Et l'influence l'influence russe russe, évidemment. dans la zone. Et la Alexandre Adler. Russie est très très intéressée à l'attaquer, la Syrie, le Liban, les chrétiens. Alexandre Adler, un mot sur les élections israéliennes. Vous souhaitiez insister cet après-midi dans Monovision sur les divisions en cours au sein de la classe politique arabe israélienne. Bon baiser de Riyad. Et là, je trouve que quand même, on parle beaucoup de l'humour juif, et est-ce que le fait que les Israéliens n'auraient pas tout à fait perdu l'humour juif, je l'espère, parce qu'ils ne donnent pas toujours le sentiment d'être des grands adeptes de l'humour, mais ça va. Mais il y a aussi, Il en reste quand même. il en reste quand même. Il y a aussi l'humour arabe, quand même, on l'oublie, qui est également assez savoureux parfois. Là, par exemple, que viennent de faire nos amis saoudiens, qui sont des grands défenseurs, évidemment, de l'alliance israélienne, notamment de Mohamed Ben Salman, Le prince héritier saoudien. qui se prépare en fait à faire une reconnaissance officielle de l'Arabie saoudite et d'Israël très vite. Eh bien, ils viennent tout simplement de pousser les islamistes, car il y a des islamistes dans la liste arabe unifiée, à faire cavalier seul en disant non, non, nous, on se compte nous-mêmes. Et donc, scission, au lieu du bloc arabe qui avait quand même Obtenu de très bons résultats dans les des bons résultats, précédentes parce que élections. heureusement, les Arabes israéliens, contrairement à ce que raconte le monde et la désinformation anti-israélienne tous les jours, bah, ils sont tout à fait, ils votent, hein, ils croient tout à fait à la démocratie israélienne. Mais là, pour le coup, les islamistes, c'est-à-dire en fait, tout simplement, les hommes de Riyad, parce que l'Arabie saoudite a repris le contrôle totalement des islamistes, peu importe ce qu'ils étaient autrefois. Aujourd'hui, ils sont à fond pour Mohamed Ben Salman, pour MBS, et donc pour l'alliance israélienne. Donc, voilà, scission. Il n'y aura pas une liste arabe unifiée. Une scission Alors, qui pourrait profiter à Benyamin Netanyahu au moment de bien former une entendu, éventuelle coalition au lendemain des c'est élections. ce qu'ils ont également dit, qu'ils seraient tout à fait prêts à voter Netanyahou si ils avaient des garanties de Bibi. C'est extraordinaire quand même. Ça, c'est de l'humour. Ajoutons que les trois autres listes, du coup, sont en compétition et vont peut-être se représenter chacune à la proportionnelle. Elles auront un quotient, elles auront probablement chacune un ou deux députés. Alexandre, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Je voudrais qu'on aborde un dernier sujet qui est celui des futures élections palestiniennes. Des pourparlers interpalestiniens ont eu lieu cette semaine au Caire, sous la médiation égyptienne. Il était notamment présent le Hamas et le Fatah, qui ne s'étaient pas parlé depuis très longtemps. Et des élections législatives puis présidentielles auront lieu à partir du printemps prochain et à l'été prochain ensuite. Qu'est-ce qui peut sortir, selon vous, de ces réunions, de ces pourparlers, sous la médiation, je le rappelle, du président égyptien Al-Sisi? Le Hamas, qui a commencé dans la contestation radicale de tous les accords qui pouvaient exister entre les Palestiniens et Israël, est maintenant aujourd'hui à charge d'âme. Ils ont maintenant la charge de faire fonctionner Gaza, et ce n'est pas facile. Et cela suppose d'abord la bonne volonté des Égyptiens, puisqu'on rentre à Gaza quand même par l'Égypte. Et deuxièmement, Avec la frontière à Rafah qui a été ouverte en début de semaine. Et la bonne volonté israélienne, bien sûr, puisque en fait, où tous ces habitants de Gaza trouvent-ils du travail? Tout simplement en franchissant les barrages et en venant travailler dans la journée en Israël et en rentrant le soir chez eux. Et cela, les Israéliens sont prêts à ne pas du tout y faire obstacle. C'est toute l'intelligence de la politique de Bibi, de laisser finalement Gaza respirer. Mieux même, des projets existent. Par exemple, pour relancer
relancer la pêche, qui est une activité importante à Gaza, et permettre tout simplement aux poissons d'être collectés dans une petite île au large de Gaza. C'est un projet qui vient du côté israélien. Et ensuite, une fois que les armes ont été laissées au vestiaire, de permettre déjà cette activité qui est un petit poumon et de proche en proche, de faire vivre Gaza. Pour cela, il faut aussi que Hamas joue le jeu. Plus de terrorisme, plus d'attentats. Et c'est en effet ce vers quoi on va. Même si on n'en est pas encore là, mais on suivra évidemment avec beaucoup d'intérêt ce qui se passera dans les prochaines semaines. C'est déjà la fin de ce numéro de Mondovision, l'émission de géopolitique d'Alexandre Adler, présentée par Steve Nadjar. Merci, cher Alexandre, d'avoir décrypté pour nous, comme C'est chaque moi qui vous semaine, remercie. cette actualité géopolitique. Merci à vous, évidemment, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité à Mondovision. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site radioj.fr et sur notre application gratuite. Une émission également disponible en vidéo sur YouTube. Likez, commentez, partagez cette émission. À dimanche prochain pour un nouveau numéro de Mondovision. J'aurais dû